Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation sur le SEO. Aujourd'hui, on va voir les meilleures techniques SEO en perspective de 2025 et on va les ranger avec Paul, qui est un autre consultant SEO que je suis beaucoup et qui semble très pertinent par rapport à ces derniers partages. Et donc, on va classer ces meilleures techniques SEO avec lui. On les commentera ensemble du plus fort au plus inutile, au plus faible au final. Et puis on va discuter un peu plus en détail si vous avez besoin d'exemples et d'explications sur ces techniques-là. Voilà, c'est parti. Quelles sont les meilleures pratiques SEO à retenir, à effectuer pour cartonner en 2025? C'est ce que je vais vous dire tout de suite. On se retrouve sur un format, vous l'avez vu, tier list, donc très sympa justement pour catégoriser. On sait qu'en SEO, on a beaucoup d'informations, beaucoup de techniques, c'est parfois dur de faire le tri. Je vous propose ma vision des choses. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultant SEO depuis maintenant, je crois, bientôt 4 ans. J'accompagne des clients mois après mois, dont certains depuis plusieurs années, etc. Et je vais vous donner ma vision des choses. On va commencer tout de suite. Donc, en gros, on a trop fort, utile, on sait pas trop, peu utile, inutile. Pour commencer, l'UX, donc très très gros point. Vous vous en doutez, je vais le mettre dans soit utile, soit trop fort. Honnêtement, je serais tenté de le mettre dans trop fort. Donc, qu'est-ce que j'entends par UX? Tout simplement les comportements, enfin l'UX de la page, l'agencement d'une page, et donc les comportements internautes qui vont en découler. Et moi, j'aime bien aujourd'hui penser Google un peu comme TikTok, etc. Et je pense que Google a tout intérêt à se baser sur les comportements des internautes pour mettre en avant des pages et pas seulement comme à l'ancienne sur des mots-clés vraiment insérés dans la page, etc. Même si ça joue aussi. Donc pour moi, l'UX, très très gros critère aujourd'hui. Ensuite, on a le maillage interne. Le maillage interne, je mettrais ça dans... Alors, je fais juste une petite pause sur l'UX pour compléter un petit peu ce qu'il a dit. Il faut savoir que Google va regarder sur une page le comportement de l'utilisateur. Donc, si je vais taper Freelance Madagascar dans Google, à partir du moment où je vais rentrer sur cette page-là, Google va regarder le comportement que j'ai. Alors, il va voir que je scroll, donc ça, c'est un élément qu'il va considérer. Il va regarder aussi combien de temps je reste sur la page. Donc, très important, le temps de rétention. Donc, il faut absolument avoir des pages qui ne font pas de taux de rebond important. Il va regarder toutes les actions que je fais. Donc, si j'allonge la liste ici, par exemple, ou si je vais cliquer sur un lien, un bouton, comme celui-ci par exemple, si je remplis mon formulaire. Et le fait de justement finir ma session de connexion en remplissant un formulaire et en faisant un call to action quelque part qui va valider la pertinence de mon parcours, eh bien ça va donner encore plus de poids du coup à ma visite et donc plus de crédit par rapport à Google. Donc plus je propose des choses sur ma page qui vont inciter à l'action et que ça soit pertinent par rapport à ma recherche, plus je vais avoir du crédit vis-à-vis de Google. Donc ça, c'est très important. Là, sur desktop, c'est très important de fluidifier cette expérience utilisateur et ça l'est encore plus sur le mobile parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de navigation, plus de 60% hein, des navigations web qui se font sur mobile. Utile. Peu de gens vraiment s'attardent sur le maillage interne, peu de gens utilisent la technique du site de points, nom de domaine et mots-clés pour, par exemple, créer des liens internes pertinents depuis d'autres pages, alors que je l'ai vu sur certaines de mes pages, avec ou sans, il y a une différence déjà même en termes d'indexation. Parfois, les pages qui n'ont pas de lien interne, ou très peu, ne s'indexent même pas dans Google. Ensuite, on va prendre... OK. Donc, maillage interne aussi, très utile. Ça marche toujours très, très bien. Donc, si vous voulez, on avait cet exemple ici où en fait, là, on a une catégorie principale qui est tous les freelances, mais après, on a des sous-catégories, rédacteurs, assistants, etc. Et tous les liens qui vont se poser ici, en fait, sont du maillage interne puisque ils sont à l'intérieur de cette catégorie. Ça, c'est une forme de maillage interne qu'on peut mettre en place, mais plus classiquement, on va dire, vous avez les maillages internes qu'on peut trouver sur des sites de, de blog, par exemple, d'information. Vous avez beaucoup d'articles sur ce site-là, vous en verrez pas mal, qui utilisent cette technique de maillage interne pour montrer justement à Google qu'il y a une expertise
dans le domaine de la santé pour ce site-là. Donc là, par exemple, huile essentielle, c'est un lien interne qui va rediriger vers un article qui va parler des huiles essentielles, etc. On retrouve aussi beaucoup cette technique dans le e-commerce. Donc, par exemple, sur milapoignée.fr, qui vend des poignées de porte, on va souvent avoir du maillage interne euh, au niveau des fiches produits ici, qui vont envoyer dans les catégories mères, par exemple, ou alors d'autres articles en complément. Donc, c'est bien dans les balises body du contenu du site qu'on parle de maillage interne la plupart du temps. Également, on peut considérer aussi le menu comme possibilité d'améliorer le maillage interne. C'est pour ça que d'ailleurs sur Mada All-Star, hein, vous verrez qu'on a des entrées par intention de recherche. Donc là, si je cherche un freelance, je vais avoir un menu adapté à ma recherche de freelance. Si je cherche une formation, je vais avoir un menu adapté à ma recherche de formation et même le footer également, hein. Vous voyez que le footer aussi, il est adapté. Et si j'ai une entrée en cherchant par exemple, offre d'emploi, voilà, là j'ai les offres d'emploi, eh bien, je vais avoir un menu aussi qui est personnalisé pour fluidifier ce maillage interne et rester en fait à l'intérieur de ce que je cherche, c'est-à-dire des emplois, mais de spécifier ma requête en fonction de quel type d'emploi je recherche, quel type de formation je recherche ou quel type de freelance je recherche. Ici, allez, on va prendre les scores sémantiques. Tiens, les scores sémantiques. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des outils comme Monk.fr, même .seo, hein, que je mets en avant sur le podcast MVP que j'ai avec Antoine. C'est des outils qui, voilà, permettent d'obtenir des scores, tout simplement. Donc, dire, eh ben, sur ta page, actuellement, tu cibles le mot-clé, je sais pas, porte-clé magnétique. Tu as deux fois le mot-clé porte-clé magnétique dans ta page, ainsi que d'autres mots. Et donc, je te donne un score sur 100, je te donne voilà, 30 sur 100. Et si tu veux passer dans les 50-60, il faudrait que tu ajoutes tel mot-clé, et que tu rajoutes encore une fois porte-clé magnétique, etc. En gros, voilà, c'est des scores. Je trouve ça, honnêtement, moi, je mettrais on sait pas, peu utile. Euh, En fait, pourquoi, par exemple, je mets en avant .seo sur le podcast MVP, c'est parce qu'il ne s'arrête pas là, il propose aussi des features liées aux intentions de recherche. Voilà, IR, j'utilise ici les IR qui, elles, pour le coup, sont vraiment hyper utiles. Mais le score sémantique en tant que tel, je dis pas que ça fait aucune différence, justement, je dis on sait pas. Parce que moi, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de contre-exemples où moi, je n'utilise jamais ce genre d'outil. En tout cas, j'optimise plus, je le faisais avant, mais j'optimise plus maintenant la sémantique de mes articles. Pour autant, je vois que ça m'empêche pas du tout de me positionner. Justement, si la base de la pyramide, elle, est bien présente, à savoir bah, l'UX, la réponse aux intentions de recherche, etc. Enfin, de toute manière, vous verrez. À la fin, Ok, donc score sémantique, je partage pas totalement son avis. Je trouve que c'est quand même utile, surtout sur des requêtes où il y a beaucoup de concurrence, où la difficulté à se positionner est compliquée parce que du coup il y a beaucoup de concurrents et de difficultés. Donc la sémantique peut vraiment faire la différence par rapport aux concurrents, mais c'est vrai que je le mettrai pas dans non plus très fort. Donc entre utile et on sait pas, en fait, c'est le terme on sait pas. Moi, enfin, je sais que ça marche. Donc, c'est un peu ça qui me dérange, c'est que quand il met ça dans on sait pas, c'est comme si c'était un mystère et qu'on savait pas si ça marchait ou pas. Non, ça marche, ça marche, mais peut-être pas autant que les autres qu'on va voir au-dessus, mais ça marche. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'optimisation de score sémantique? Nous, on utilise un outil, par exemple, qui s'appelle Your Text Guru. Your Text Guru, du coup, qui est un outil payant, hein, mais très puissant et qui fait partie des meilleurs, justement, parmi ceux qui donnent des scores sémantiques. Et donc, il te permet, en fait, de créer différents guides de rédaction selon les mots-clés que tu vas choisir. Donc là, je vais prendre, par exemple, ici, on avait fait une rédaction sur le mot-clé formation yoga. Donc, vous voyez que on lui soumet un texte, en fait. On lui soumet un texte. Et en fonction des mots qui sont ici, présents dans le texte, qui représentent
le champ sémantique du mot-clé. Donc, il va nous dire si le mot est présent dans notre texte ou pas, et s'il est suffisamment répété pour être suffisamment optimisé dans la zone verte, voire dans la zone orange, qui est la zone avec optimisation forte. Donc, il calcule en fait cette courbe, cette recommandation de mots-clés, ces objectifs à atteindre en fonction de ce que la concurrence a comme contenu. Et donc, c'est pour ça que là, dans cet onglet-là, on va avoir justement les scores de la SERP. Donc, la SERP, c'est la page des résultats de recherche sur Google. Donc, ce que vous voyez là, c'est les positions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. C'est le top 10 sur Google, sur la SERP, formation yoga. Et dans ces pages-là, il va attribuer des scores. Et c'est en fonction de la moyenne de ces scores, enfin, il fait son petit calcul-là, qui va nous fixer à nous notre objectif pour pouvoir, eh bien, dépasser la concurrence en termes de contenu plus optimisé. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle en fait euh, le score sémantique. Donc ensuite, les images, moi je trouve peu utile. En fait, avoir des images sur ces pages SEO, peu utile. Pourquoi? Parce que ça dépend de la requête. Je pense qu'il y a des requêtes où effectivement ça peut être super utile. En fait, il faut se demander est-ce que ça aide à l'UX et aux intentions de recherche tout simplement. Est-ce que l'image en tant que telle permet de répondre mieux aux attentes des internautes? Est-ce que les internautes vont avoir des comportements favorables sur les pages grâce à ces images? Si oui, eh ben, ça se trouve trop fort dans votre cas. Je ne sais pas, par exemple, vous faites une page un peu de définition d'un fonctionnement d'un truc précis, vous ajoutez une petite infographie avec les étapes de fonctionnement de, je sais pas, l'appareil photo, peu importe. Là, je pense que ça peut être intéressant. Mais ajouter les images pour ajouter les images, si elles n'ont pas de valeur ajoutée, moi je trouve ça vraiment pas très utile. Donc, je mets ça dans peu utile, je mets pas inutile parce que je sais bien que dans certains cas c'est utile. Mais en général, voilà. C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu ça avant. Il faut absolument mettre des images pour que ta page soit optimisée SEO, etc. avec des attributs alt, tout ça. Mais je suis pas très convaincu. Je- Donc là, il parle de attribut alt. Donc effectivement, il y a une balise alt dans les images qui est dédiée en fait à donner des informations supplémentaires à Google. Historiquement, elle a été créée pour les malvoyants, pour que Google puisse comprendre ce qu'il y a dans les images et du coup proposer à ce public-là les contenus qui sont adaptés. Donc ça permet de décrire un petit peu ce qu'il y a dans l'image, mais Google l'utilise du coup pour son référencement. Ça, c'est quelque chose que nous, on considère encore comme assez important hein, aujourd'hui. Et c'est des bonnes pratiques qu'il faut continuer à faire. Donc, l'astuce que je vous donne, moi, c'est de bien nommer vos images. Il y a trois choses importantes déjà. Euh, c'est premièrement, bah, idéalement, c'est de bien nommer ces images. Donc là, par exemple, je vais prendre le cas ici de cette image. Je vais faire juste ouverture sur un autre onglet. Donc, voyez comment j'ai nommé l'image. Assistant service après-vente. Et là, c'est le nom du recruteur Shepherd. Donc, il reprend bien le nom H1 de l'offre. Donc, c'est des mots-clés importants, voilà, qu'on retrouve dans l'image, donc dans ce qu'on a nommé. Également, si vous l'ouvrez dans le code, vous verrez qu'il y a une balise alt qui reprend ces mots-clés-là. Et puis, dernière optimisation sur l'image, c'est au niveau de sa taille et donc de sa vitesse de téléchargement. Parce que plus une page s'affiche rapidement, plus c'est bon, c'est un bon signal pour Google. Plus une page s'affiche lentement, plus c'est un signal négatif pour Google. Donc là, vous voyez que cette image, elle est en format WebP, fait partie des formats de toute nouvelle génération web. Donc, et absolument éviter le JPEG, le PNG, qui sont des formats ancienne génération et qui chargent beaucoup plus lentement. Et comme il disait tout à l'heure, l'UX, en fait, pour l'image, il faut se poser la question de l'UX. Là, vous voyez, c'est peut-être moins visible ici, mais euh, peut-être que ici, ça vous parlera plus. Euh, Si on a une plateforme comme ça de mise en relation de freelance, euh, pouvoir mettre des visages sur les noms de ces freelances, c'est quelque chose qui apporte énormément à l'UX parce que on a des sourires, on a des regards, on a des humains et du coup, ben, on accroche plus. On accroche plus en tant qu'humain sur tout simplement le visuel parce que on sait qu'on a affaire à de vraies personnes.
Donc là, pour le coup, ça a été assez important de pouvoir avoir des photos de profil des différents talents sur cette page-là. Parce qu'au niveau de l'UX, ça apporte beaucoup. Après, ici, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas juste un peu cosmétique, par exemple, ce visuel-là? Oui et non, parce que en même temps, on arrive sur une page avec beaucoup de texte et du coup, ça permet aussi de donner, de simplifier, de résumer ce qu'on est en train de faire en une seule image. On est en train ici de chercher des freelances à Madagascar. Et donc, cette petite loupe avec des silhouettes de freelance dans un paysage de Madagascar au coucher de soleil, eh bien, ça résume tout simplement en fait ce paragraphe-là, quelque part. Donc, ça permet d'aller aussi un peu plus vite dans la compréhension du contenu. Le caractère mobile friendly, donc une page qui est adaptée au mobile, ça pour moi, ça fait partie des trucs trop forts. Alors, pour moi, c'est le B à bas en fait. C'est-à-dire, euh, bah, pareil, on arrive dans une génération où voilà, les gens sont pas mal sur TikTok, sur le smartphone, etc. Je ne vous apprends rien. Où est-ce que vous voulez aller si votre site n'est pas optimisé pour être vu sur mobile? Je pense que ça, pour moi, c'est vraiment la base de la base. Un truc intéressant, c'est mettre à jour ses contenus. Ça, je pense vraiment que c'est utile pour le coup. Euh, Pareil, ça dépend de la requête, mais si vous traitez des sujets qui sont liés à l'actualité ou que vous changez de temps, mettre à jour, je pense vraiment que ça peut être super intéressant. Donc ça vraiment je le mettrai dans l'outil. La vidéo, pareil, je mettrai l'outil, mais avant image quand même. En fait, je pense que quand même ça peut faire une différence, mais pareil sur certaines cercles, par exemple, j'avais en tête, je crois que j'avais un client dans les pompes à chaleur, vous voyez, et pareil, pour expliquer le fonctionnement d'une pompe à chaleur, bah, déjà il y avait des infographies, des images, et aussi pardon, il y avait des vidéos vraiment explicatives, qu'est-ce qu'une pompe à chaleur, comment ça marche, etc. D'ailleurs, on mettait la même à chaque fois, que ce soit pour une pompe à chaleur air ou RR, ou quoi, ils mettaient vraiment la vidéo de base, comment fonctionne la pompe à chaleur, et ça marchait très bien. Donc je pense que pour l'informationnel, allez, je vais quand même le mettre dans l'outil, parce que je pense que vraiment, pour la majorité des requêtes informationnelles, avoir une petite vidéo, tout comme en réalité avoir une petite infographie, ça ne peut pas faire de mal. Seulement, voilà, l'image, je remets dans peu utile parce que dans le lot quand on pense à image SEO, en général, il y a quand même pas mal d'images sur les blogs qui sont pas très utiles. Alors que les vidéos, je trouve ça beaucoup plus pertinent en général. On n'ajoute pas une vidéo pour ajouter une vidéo qui n'a pas de valeur ajoutée. Je trouve c'est toujours en lien avec le sujet traité. Ça apporte un vrai plus à la main. Ouais, il dit quelque chose de très intéressant. Moi comme lui, hein, je mettrai les vidéos sur utile largement plus que les images. Vous savez que Google a racheté YouTube depuis un moment déjà, hein, et donc l'écosystème Google connecte facilement avec YouTube et de plus en plus, je pense que les deux SEO, les deux systèmes de search, de recherche, que ça soit sur Google ou que ça soit sur YouTube, communiquent entre eux. Et donc, je pense que la vidéo, clairement, a plus de valeur aujourd'hui en termes d'optimisation et de technique SEO que les simples images. Et surtout, comme il dit, sur les requêtes informationnelles. Donc, je vous rappelle, hein, il y a quatre intentions de recherche possibles sur Google. Il y a les requêtes informationnelles, donc typiquement les informations, les questions qu'on se pose sur Google. On va chercher des informations, du savoir. Voilà. On a les requêtes transactionnelles. Donc transactionnelles, il faut s'imaginer qu'on a déjà sa carte de crédit dans la main et qu'on va sur Google pour acheter. Donc on sait déjà quelle marque, quelle couleur, quel produit à la limite. Et il faut juste trouver en fait le site de e-commerce qui convient pour pouvoir acheter ou alors réserver quelque chose, un billet d'avion ou un voyage ou quelque chose d'autre. Et vous avez ensuite, troisièmement, les intentions de recherche commerciale. Donc, commercial, c'est que j'ai pas encore la carte de crédit dans la main, mais je suis là pour comparer les différentes options, comparer les différents services, comparer les différents produits, comparer les prix, les avantages, les inconvénients, pour me laisser convaincre du produit que je vais acheter. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'intention de recherche commerciale. Et enfin, vous avez l'intention de recherche navigationnelle. Navigationnelle, c'est quand je vais sur Google en fait pour chercher une page, un site internet précis pour pouvoir m'y rendre, pour pouvoir accéder à ce site. Donc typiquement, je vais taper Facebook pour pouvoir accéder à la page de login Facebook. Je vais pas taper Facebook parce que j'ai envie d'avoir, un- je fais un, comment dire, un documentaire sur Facebook ou un devoir sur Facebook, mais je tape Facebook parce que je veux me rendre à la page Facebook. Ça, c'est ce qu'on appelle navigationnel. Donc, il disait que les vidéos sont très forts au niveau informationnel, et donc ça, je confirme absolument. Et d'ailleurs, si vous rédigez des articles de blog, par exemple,
On va prendre un article de blog encore sur Mada All Star. Là, le dernier article de blog, c'est un article de blog qu'on a publié récemment sur les solutions pour recruter à Madagascar. Eh bien voilà, on a listé plusieurs types de solutions, le sourcing sur LinkedIn, les sociétés de placement de main-d'œuvre ou de portage salarial international, et bien évidemment recruter sur Madaostar, que nous, bien sûr, on propose une solution également. Et vous voyez qu'on a mis une vidéo ici, une vidéo qui provient en fait d'une société justement de portage salarial et qui permet de contextualiser justement qu'est-ce que du coup le recrutement à Madagascar. Donc, c'est une petite vidéo d'une minute. Madagascar, terre d'une incroyable biodiversité et d'un patrimoine culturel unique, apparaît également comme une destination prometteuse pour l'embauche de professionnels talentueux. En tant qu'économie en pleine croissance, Madagascar offre une main-d'œuvre diversifiée, qualifiée dans des domaines variés tels que l'agriculture, le textile, les technologies de l'information et le service à la clientèle. Les établissements d'enseignement du pays produisent un flux constant de diplômés désireux de se faire une place sur le marché mondial. Recruter à Madagascar offre une occasion unique d'exploiter ce vivier de talents. La main-d'œuvre locale est connue pour sa forte éthique de travail, sa capacité d'adaptation et son multilinguisme. De nombreux professionnels parlant couramment le français et l'anglais. Le coût de l'embauche à Madagascar est très compétitif par rapport à d'autres régions, sans pour autant compromettre la qualité. Le gouvernement offre également des incitations aux entreprises qui investissent dans l'emploi local, ce qui facilite l'installation et le développement de vos activités ici. Grâce à sa position stratégique, Madagascar sert de porte d'entrée vers le continent africain et au-delà, offrant aux entreprises une position avantageuse pour l'expansion et la collaboration. Bridge peut vous aider à embaucher sans effort à Madagascar. Contactez-nous et parlons de votre projet. Voilà, typiquement, ce genre de petite vidéo, elle permet d'amener du contexte, de la valeur, de l'information, et surtout de faire en sorte que la personne reste plus longtemps sur cette page-là, puisqu'en consultant la vidéo, ben, vous voyez, je suis resté dessus. Euh, pour moi, je mets clairement ça dans le type. C'est-à-dire se dire, OK, il faut que je fasse tant de mots pour manquer. Et travailler moi ou non. Mais avant, c'était plutôt la norme, hein. Moi, quand j'ai commencé le SEO, on disait, bah voilà, le but, c'est de faire plus de mots que les concurrents et surtout d'avoir des scores sémantiques élevés. Ok, donc là, on parlait du nombre de mots par contenu. Donc, c'est vrai qu'il y a 4 5 ans, c'était la grosse tendance, c'est-à-dire qu'on avait les consultants SEO qui étaient là pour vous dire, ben voilà le calendrier éditorial, sur tel contenu, tel mot-clé, il faut rédiger tant de mots, etc. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est de moins en moins le cas. Mais c'est vrai qu'il y a eu une très grosse période où c'était beaucoup ce qu'on attendait des consultants SEO. etc. C'était vraiment là-dessus. C'était vraiment dire, OK, le concurrent, il a fait 3 000 mots sur la requête, on va en faire 4 000 et donc, grâce à ça, on va le dépasser, hein. C'est ce que j'entendais vraiment. Donc, franchement, voilà. Déjà, le score sémantique, je trouve que c'est un peu plus pertinent, parce que déjà, on réfléchit pas juste en nombre de mots bêtes et méchants, on réfléchit en nombre de mots thématisés, on va dire. Donc voilà, on prend des rations de mots-clés. Et encore, hein, comme je vous dis, je suis pas très très fan. Mais bon, voilà. Pour contrebalancer ça, on va évidemment mettre les intentions de recherche. Pour moi, c'est la base de la base, c'est le truc le plus fort, le truc indispensable. En fait, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir par exemple une UX au top, vous pouvez avoir des vidéos, vous pouvez avoir un score sémantique à fond, du maillage interne à fond, du netlinking à fond. Si les intentions de recherche ne sont pas matchées, ça ne sert à rien. Donc, intention de recherche, globalement, pour ceux qui ne savent pas, c'est les attentes qu'ont les internautes quand ils tapent un certain mot-clé. La première étape, c'est déjà de taper son mot-clé dans Google et de voir quel type de document Google fait remonter. Est-ce qu'il fait remonter un article de blog? Est-ce que c'est une page e-commerce, etc. Déjà, ça vous en dit long sur l'intention de recherche globale. Voilà. Ensuite, la métadescription, franchement, moi, je mettrais ça vraiment dans peu utile, hein, parce que en fait, déjà, ça n'a pas d'impact direct pour le SEO, c'est-à-dire que c'est pas a priori insérer votre mot-clé dans votre métadescription qui fera que votre page va vraiment performer grâce à ça. A contrario du title, hein, qui lui pour le coup est vraiment, je pourrais même le mettre dans trop fort. J'en parle juste après du title. Et surtout, pourquoi dans peu utile? Parce qu'en fait, enfin, elle est vraiment beaucoup reformulée par Google, hein. Vous pouvez, je dirais qu'il y a plus d'une chance sur deux que Google reformule votre métadescription et ne prenne pas celle que vous avez renseignée.
reformuler, c'est-à-dire qu'en fait, il ignore celle que vous avez renseignée, il va en piocher une au hasard dans votre page. Donc, franchement, très peu utile. C'est toujours un truc que j'optimise parce que autant le faire et ça prend pas beaucoup de temps. Mais voilà, en tout cas, si on veut l'optimiser, bah oui, pourquoi pas mettre son mot-clé dedans. Pas parce que ça va aider, mais parce que ça va diminuer les chances que Google en prenne une autre, tout simplement, et faire en sorte qu'elle incite au clic. Ensuite, on a les données. Oui. Bon, je m'arrête 2 petites minutes sur les métadescriptions et le meta title, donc les balises title et métadescription, hein. Euh, donc, je partage assez son avis sur le fait que Google reformule les métadescriptions, mais je dirais pas il le fait au hasard. Quand même, il prend en compte par rapport à ses utilisateurs ce qui pourrait être pertinent à leur présenter en fonction de sa SERP et en fonction des données qu'il a l'habitude de collecter sur un mot-clé, sur les résultats d'un mot-clé. Donc, c'est pas complètement au hasard. Je pense qu'il adapte ça en fonction de ce qu'il pense être suffisamment pertinent pour ses utilisateurs, en fonction de chacune des recherches qu'ils vont effectuer. Moi, si j'ai un conseil à donner, euh, du coup, par rapport aux métatitres et métadescriptions, c'est premièrement, faire en sorte qu'on ait un métatitre. Je vais prendre un exemple, je vais prendre un mot-clé un peu plus fort ici, peut-être. Euh, Ça, c'est encore la même chose. Euh, bon, c'est pas grave. Je vais prendre offre d'emploi freelance, c'est pas grave. Euh, le meta title et la balise H1, pour moi, doivent contenir le mot-clé. Ça, c'est obligatoire. Et c'est très, très, très fort d'ailleurs de le faire. Et c'est très pénalisant de ne pas le faire, du coup. Euh, En revanche, pour la métadescription, si vous avez un premier paragraphe qui vous semble suffisamment bien construit avec l'intention de recherche et le mot-clé, vous pouvez faire confiance à Google pour qu'il aille chercher dedans la métadescription qu'il souhaite proposer aux utilisateurs. Ça peut être suffisant. Après, si vous voulez vraiment essayer de l'orienter un maximum, eh bien, rédigez vous-même votre métadescription. Donc, métadescription, c'est 160 caractères maximum pour être mobile friendly et suffisamment conséquent pour desktop. Et le meta title, c'est 70 caractères. Voilà un petit peu les tips que je rajouterai par rapport à ça. Donc voilà, bon, si vous ne le savez pas, hein, je vais quand même vous le préciser. Mais là, le métatitre, c'est ce qu'on trouve ici. Et la métadescription, c'est ce qu'il y a en dessous, hein. Voilà. Donc c'est ce qui permet d'inciter les internautes à cliquer sur votre lien plutôt que celui d'un de vos concurrents. Structuré, donc ça vraiment je mettrais ça dans utile, les données structurées ça regroupe quand même pas mal de trucs, si vous connaissez pas je vous invite à taper données structurées SEO dans Google pour voir ce qu'il en est, mais en tout cas ça permet de spécifier pas mal de choses à Google, notamment si vous êtes un e-commerce ou des choses comme ça permet aussi d'avoir des résultats enrichis dans les SERP, les petites étoiles là des fois que vous voyez, donc franchement c'est vraiment utile. Et puis évidemment c'est au cas par cas, ça dépend des données structurées, hein. Il y en a qui sont vraiment inutiles, il y en a d'autres qui peuvent être très sympas comme par exemple les avis, aggregate rating, hein. Je vous invite à aller faire une recherche aussi si vous souhaitez avoir les avis, les étoiles en fait dans les serres. Oui, alors il y a les étoiles, il y a si le produit est en stock, il y a les prix, il y a, on l'a vu aussi un petit peu tout à l'heure, les différentes catégories. En fait, c'est tout ce que Google vient ajouter dans ses SERP pour connecter en fait certaines balises de votre contenu web directement sur la SERP. Donc voilà, si vous êtes un site de e-commerce, ben, typiquement, ben, ça va être est-ce que le produit est en stock? Vous allez le voir, stock, deux points disponible, non disponible. Vous allez voir ce genre de petites informations, ce qu'on appelle les données structurées. Voilà pour ça. Le branding, franchement, je mettrais ça dans trop fort. Je devais parler du title aussi juste avant. Donc le title, tout simplement la balise pour moi la plus forte en SEO. Vous mettez votre mot-clé dedans et rien que ça, ça modifie largement vos résultats SEO. Donc c'est vraiment le titre de votre page. Donc simplement mot-clé principal, mot-clé secondaire s'il y en a dedans.
Et si vous reste de la place, essayez de mettre des trucs qui incitent au clic, qui vous différencient peut-être des autres titles sur la SERP. Le branding, bah, franchement, en 2025, clairement, on arrive dans l'ère du branding, hein. L'ère du branding, l'ère de l'UX, c'est des trucs qu'on a déjà répété en 2024, mais bon, en même temps, c'est vrai. C'est vraiment, je dirais pas que c'est le nouveau netlinking, parce que le netlinking marche encore. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous avez un lien d'affiliation vers Linkuma, hein, si vous voulez choper des backlinks pour pas trop cher. Mais le branding, c'est vraiment le plus, c'est vraiment l'étoile montante de ces derniers mois, de cette dernière année qu'on a tous vu à peu près. Voilà, donc si vous avez un site aujourd'hui, si vous êtes une vraie marque, profitez-en. Ok, enfin, créer des pages pour Google, c'est bien, mais ne négligez pas vos réseaux sociaux. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être actif partout. Par expérience, vous pouvez plutôt sélectionner des canaux sur lesquels vous êtes à l'aise, sur lesquels peut-être il y a votre cible, sur lesquels il y a le plus de rentabilité à aller chercher. En tout cas, maintenir une fréquence de publication sur au moins un réseau social, essayer de performer au maximum pour que votre marque, si elle n'est pas déjà recherchée dans Google par exemple, devienne recherchée dans Google, etc. Euh, Le branding, oui, très très grosse tendance, grosse étoile montante depuis 2024 et ça va se confirmer en 2025 avec l'arrivée de l'IA. En plus, je vais vous faire une démonstration justement avec la marque Mada All-Star, hein, qui est du coup a vraiment essayé de travailler le branding. Donc aujourd'hui, Mada All-Star, ben oui, forcément, bah, déjà c'est présent sur Google, mais c'est pas, il l'a dit, hein, c'est pas suffisant et c'est pas ça qui fait le vrai branding aujourd'hui. C'est sûr que si je tape Mad All Star, vous voyez que hop, déjà on a déjà une SERP qui reflète un peu plus tout ce que l'association fait. Euh, on a voilà, on a ici aussi une petite vignette particulière. Et puis on a les réseaux sociaux. Donc on voit forcément Facebook, Mad All Star. Voilà, il y a plus de 2300 followers, donc ça permet d'ajouter cette dimension branding, hein, supplémentaire. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est pas, les réseaux sociaux, c'est une chose, mais il faut aussi penser intelligence artificielle. Donc, je cherche à recruter un freelance à Madagascar. Quelle approche, euh, quelle approche me proposes-tu? Donc, on va voir si la marque est suffisamment forte aujourd'hui pour nous proposer un résultat de recherche sur ChatGPT. Donc là, il va me proposer une démarche, d'accord? Et il va citer Mada Allstar en premier, avant toutes les autres plateformes. Donc, voilà, moi j'ai utilisé aussi un petit peu ChatGPT vocal ce week-end pour faire mes courses à la Défense et je lui ai demandé, je cherche à faire un cadeau d'anniversaire pour mon meilleur ami qui va avoir 35 ans ce samedi. Je suis actuellement dans le centre commercial des 4 temps à la Défense. Quel magasin me conseilles-tu de visiter en premier? Et ChatGPT a été influencé par le branding de certaines marques pour la cible 35 ans hommes. Il m'a cité Hugo Boss, il m'a cité Montblanc pour faire un cadeau, un accessoire stylo, notamment. Et j'étais assez surpris de voir à quel point, en fait, déjà, le branding de certaines marques peut vraiment compter énormément aujourd'hui dans les nouvelles générations de recherche, notamment sur l'intelligence artificielle. Donc, à ne pas négliger, si vous êtes sur une marque, le SEO et ce côté branding sont vraiment complémentaires. Et donc, faire en sorte qu'il y ait des médias, des sites, d'autres sites qui parlent de vous, que les réseaux sociaux aussi communiquent sur vous, fait que, en fait, votre SEO va énormément être influencé par cette image, par cette notoriété, et il va vous permettre d'avoir plus de résultats. ensuite, netlinking, je ne le mettrai pas dans trop fort parce qu'on ne va pas se mentir. J'ai quand même l'impression que ça a un peu perdu en pertinence, même si ça reste un pilier vraiment, pour moi, fondamental, voire obligatoire pour certaines requêtes, hein, ça bouge pas. Mais je le mettrai dans utile.
Je mettrai quand même ça, on va pas se mentir, hein, je vais pas le mettre, je vais pas le mettre en dessous dernier, je vais le mettre vraiment dans le plus utile des utiles. Euh, Parce que vraiment, on voit que sur certaines serves, ça fait une différence monstre en fait. Parfois, vous avez tout bien fait, et la seule chose qui peut vous faire passer de la cinquième à la première position, bah, c'est le netlinking. Et plus particulièrement, ce que je l'avais noté ici, le deep linking. Donc le netlinking, c'est obtenir des backlinks vers son site, donc des liens de la part d'autres sites qui pointent vers son site tout simplement. Le deep linking, c'est la même chose, mais vers des pages précises. C'est-à-dire que le netlinking, c'est la pratique générale. Le deep linking, c'est le fait de faire du netlinking vers des pages profondes de votre site, des pages précises. Donc pas forcément, parce que je dis ça, parce qu'en général, quand on parle de netlinking, on fait des liens vers la page d'accueil, c'est la base, c'est très bien, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais le deep linking, c'est vraiment vers des pages précises. Typiquement, moi, sur paulvengeant.fr, ce serait ma page agence SEO. Si j'envoie des liens dessus, c'est du deep linking. Et je trouve ça plus efficace que le netlinking parce que c'est des résultats beaucoup plus directs, hein, parce que là, du coup, on fait ça sur une page précise qui cible un mot-clé précis. Donc la différence, on peut la voir vraiment très très rapidement. Voilà, le netlinking, hein, on y arrive, c'est un grand domaine du SEO. C'est une technique SEO qui consiste en fait à avoir un maximum de liens de la meilleure qualité possible, de sites qui ont une bonne réputation, la meilleure réputation possible, qui pointent vers notre contenu, vers notre site. Et si possible, eh bien, faire des liens qui soient thématisés, qui respectent la thématique du coup, et donc les mots-clés qu'on va viser. Euh, plus vous avez de liens qui vont rediriger vers votre site, de ce niveau de qualité-là, mieux ça sera. Donc, une technique très simple de netlinking que nous, on a mis en place avec Mada Allstar sur le mot-clé freelance Madagascar. Donc, si vous voyez freelance Madagascar, on a deux résultats de recherche, comme on l'a vu tout à l'heure. On a soit la home page, soit la page dédiée à la recherche de freelance à Madagascar, qui s'appelle d'ailleurs dans son URL freelance Madagascar avec vraiment le mot-clé. Ce qu'on a fait, c'est qu'auprès de tous les partenaires de l'association qui ont réalisé des sites internet avec des talents de Mada All-Star, on peut prendre par exemple notre partenaire Portail Phoenix. Euh, donc, on va charger la page de Portail Phoenix qui est partenaire depuis plusieurs années Mada All-Star. Vous verrez que dans le footer, ici, vous avez un lien fait avec le cœur par les freelances de Madagascar, Mada All-Star. Et en fait, vous avez un lien ici sur Freelance de Madagascar qui va arriver sur la homepage de Mada All-Star. Donc ça, c'est du netlinking. C'est une technique de netlinking. Ça peut être un footer, mais ça peut être aussi un article, ça peut être voilà, ça peut être un lien dans une image si vous citez tous vos partenaires ou tous vos soutiens. Voilà. Mais ce sont tous ces liens d'autres sites qui vont pointer vers le vôtre et lui donner une certaine autorité, une certaine légitimité hein, par rapport à ce qu'il fait. Si je voulais faire du deep linking, donc ce qu'il avait dit, l'autre partie qu'il a développée tout à l'heure, je l'aurais spécifié en disant, bah, moi, le mot-clé qui m'intéresse, c'est freelance Madagascar. Et donc, j'aurais mis une encre optimisée ici en disant, par exemple, fait avec le cœur par les freelances de Madagascar, par exemple, et j'aurais mis le lien sur freelance de Madagascar pour que je redirigeais non plus cette fois-ci sur la home page, mais rediriger cette fois-ci eh bien, ici, sur cette page spécifique pour recruter des freelances à Madagascar sur le mot-clé freelance Madagascar. Voilà la différence un petit peu illustrée entre les deux, entre les deux techniques, mais qui sont très, très liées. Hein. Ensuite, on a les HN, donc titre 1, titre 2, H1, H2, vous appelez ça comme vous voulez. Ça, franchement, moi je commence à me dire que c'est peu utile hein, parce que en fait, le H1, c'est aussi un titre principal hein, en théorie qui serait aussi important que le title, enfin, euh, d'un point de vue hiérarchique en tout cas. Mais dans la réalité des faits, bon, il y a plein de contre-exemples en fait où on voit des sites voilà qui n'ont pas des structures à chaîne très propres, très soignées et qui rendent très très bien parce qu'en fait les autres critères sont réunis. Donc pour cette raison-là, je peux pas le mettre je peux pas le mettre. Soit je le mets à la fin des utiles, mais franchement comparé au reste, je trouve ça moins pertinent. Donc je le laisserai dans peu utile.
Ensuite, on a la web performance. Ça, clairement utile, mais pareil, c'est pas non plus. Vous savez quoi, je vais mettre on sait pas plutôt. Pourquoi? Parce que si, encore une fois, si ça nuit au comportement utilisateur, que ça nuit à l'UX, bah oui, dans ce cas-là, effectivement, c'est utile d'avoir une bonne web perf. Ceci dit, le point à partir duquel je pense ça nuit vraiment au comportement des internautes, enfin, il n'y a pas énormément de sites, je pense, qui ont une web perf assez pourrie pour nuire littéralement au comportement des internautes. Dites-moi si je me trompe, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup le cas, et j'ai l'impression que des fois, la web perf, on peut se prendre un peu la tête, à être perfectionniste, à se dire, ok, là, je suis à 70, etc., faut que je passe à 100, alors qu'en fait, ça fait pas une grosse différence. Donc, je mettrais, on sait pas. Je peux pas dire que c'est peu utile, ça dépend des cas. Ok, juste une petite pause pour donner quelques contextes, hein, éléments de compréhension également. Donc HN, hein, c'est ce qui découle du title. Donc en général, le titre H1, c'est celui qu'on met dans le title. Si on peut ajouter un truc supplémentaire dans le title pour inciter au clic, tant mieux. Mais en général, c'est les mêmes choses qu'on va retrouver dans le H1, le titre principal de la page, qui est la balise title. Ensuite, on a les autres balises HN qui sont en dessous hiérarchiquement du H1, donc les H2, les H3, voire les H4, qui permettent de donner voilà, un peu à Google l'ossature, la structure d'un contenu pour qu'il puisse voilà, voir ce qui est prévu comme partie, on va dire, dans l'article et voir s'il est plus ou moins complet, plus ou moins pertinent par rapport à la requête de l'utilisateur. Donc moi, je pense que c'est utile, il le met en peu utile, mais je pense que ça reste utile. Après, je le mettrai pas aussi fort, c'est sûr, que ce qu'il a mis ici, hein, mais ouais, je le mettrai peut-être à son on sait pas plutôt que là. Je pense qu'il sous-estime un petit peu ça. Bon, après, c'est mon point de vue aussi, hein. Et donc, moi, j'accorde une importance assez particulière, surtout qu'on voit qu'il y a beaucoup de bêtises des fois dans certaines pages qui sont mal paramétrées au niveau HN, où on va se retrouver avec plein de titres qui vont se répéter tout le temps dans toutes les pages, notamment des templates, par exemple des templates d'articles ou des templates de produits. Et en fait, il y a certaines catégories de contenu, de titres qui apportent pas beaucoup de valeur sémantique et pas beaucoup de valeur au contenu, qui sont toujours répétés et qui se trouvent être dans des balises HN. Je pense par exemple à, si vous avez une page de e-commerce, ben, vous pouvez avoir par exemple un titre retour et livraison ou je sais pas, conditions générales de vente ou je sais pas, voilà, ce genre en fait, d'informations qui apportent pas énormément d'un point de vue sémantique. C'est plus des, on va dire, des informations pour l'utilisateur, mais c'est pas, voilà, ça rentre pas dans la requête, ça rentre pas dans l'intention vraiment en tant que telle. Et surtout, c'est tout le temps répété sur toutes les pages. Et ben, du coup, ben, technique d'optimisation très simple, c'est de mettre ce titre-là peut-être en gras, mais dans une balise P pour paragraphe, mais ne pas la mettre dans une balise HN. Garder les balises HN du coup pour faire des jolis H2 avec des mots-clés dedans. Euh, ne pas mettre le mot-clé non plus dans tous les H2, hein, parce qu'il faut que ça soit naturel. Pareil, après, structurer des H3 pour que ça soit bien organisé et que Google y comprenne bien comment est structuré le contenu et va pouvoir mieux le valoriser, mieux le mettre en valeur auprès de ses utilisateurs. Donc voilà, petit point sur les HN que je remonterai un petit peu. Et puis sinon, au niveau c'était quoi l'autre? Ah oui, web performance. L'autre technique, donc web performance, juste pour vous expliquer rapidement, si vous ne savez pas ce que c'est en gros le score qui permet d'établir si si vos pages, si les pages de vos sites Internet s'affichent suffisamment rapidement sur Internet. Donc on a pour ça un outil qui est proposé par Google, qui est gratuit d'ailleurs, qui s'appelle Speed Page Insights et donc qui donne différents scores, et notamment la performance, qui est la vitesse d'affichage de vos pages. Donc aujourd'hui, à l'ère d'Internet en 2025 et de la fibre optique, peut-être aussi Starlinks, les sites, la connexion Internet fait en sorte, la qualité de la connexion Internet fait en sorte que même des sites moyens aujourd'hui ben, s'en sortent. Donc, c'est pas aussi dramatique que ça. C'est pas aussi dramatique qu'il y a quelques années où si on avait des sites qui étaient vraiment lents, ben, ça venait vraiment pénaliser l'UX et du coup, eh bien, les résultats de recherche et puis bien autre chose parce qu'on n'arrivait même pas à ouvrir la page. Donc, forcément, ben, c'était un signal très négatif.
Aujourd'hui, je trouve que c'est vrai, je le rejoins assez. On se prend beaucoup la tête là-dessus. Quand on a un score entre 75 et 100, si on est à 80 et pas à 90, c'est pas dramatique. Le plus important, ça reste sur mobile. Faire attention d'être suffisamment rapide sur mobile, optimiser sur mobile, quitte à ne pas mettre tout le contenu qu'il y a en desktop sur mobile pour justement être beaucoup plus rapide sur la vitesse d'affichage sur mobile. Donc priorisez ça et puis voilà, ne vous cassez pas la tête comme il a dit à essayer d'atteindre 100%. C'est pas ça qui va changer forcément votre performance SEO. Le CTR SEO, ça c'est vraiment... En fait, je pense qu'il y a quelques mois, j'aurais mis ça dans trop fort. Ceci dit, j'ai l'impression quand même qu'on perd en performance là-dessus, et surtout que ça concerne que certains mots-clés. Parce que si votre mot-clé de base il a 50 000 de volume de recherche, bah donc quand je dis CTR SEO, c'est le taux de clic qu'on a sur notre page, en fait, dans la page de résultats de recherche pour un mot-clé précis. Et donc ça peut se manipuler en fait. Donc en tant que métrique, en tant que telle, la métrique, je dois la mettre, je pense, en trop fort, parce que ça a un vrai impact direct. Maintenant, en réalité, j'aurais dû faire une deuxième case ici, manipulation de CTR, où là, je l'aurais mis plutôt dans la fin des utiles, voire peu utile, parce qu'en fait, ça correspond, c'est vraiment efficace pour certaines requêtes, donc qui n'ont pas un volume de recherche énormément. Donc bref, voilà. Mais en tout cas, le CTR SEO en tant que tel, si par exemple vous deviez le favoriser en ayant un title un peu plus sexy, etc., ça reste super fort, hein, ça c'est clair. Mais pour parler manipulation de CTR, donc en utilisant des outils un peu, en invitant des gens à cliquer sur vos résultats, ça peut être fort, mais ça dépend vraiment des requêtes. Ensuite, on a le... Ok, je fais une petite pause aussi sur le CTR. Donc, on va reprendre l'exemple Freelance Madagascar, le mot-clé, Freelance Madagascar. Voilà. Là, moi, je suis actuellement localisé en France à Courbevoie. Donc là, j'ai la SERP de la base de données en France. Euh, En fait, vous voyez que le meta title, il a été bien choisi. Euh, voilà, on est une plateforme 100% gratuite. Ça met bien en valeur, du coup, euh, certains avantages que les autres concurrents n'ont pas, parce que de toute façon, structurellement, ce sont tous des sociétés pour la plupart. Et donc, ils font pas ça gratuitement. Il faut les payer pour pouvoir obtenir ce service. Donc ça, c'est l'élément de distinction, l'avantage, on va dire vraiment disruptif, qui fait que on arrive à percer sur ce mot-clé-là grâce à ce petit ajout-là 100% gratuit. Et d'ailleurs, après, ici, vous ne le voyez pas, mais c'est et local, 100% gratuite et locale, montre qu'on a une assise sur le territoire, on va dire, une présence. Euh, donc le CTR, c'est typiquement là, j'ai affiché la page sur ce mot-clé-là et je vais avoir un taux de clic, donc le fait de cliquer dessus ici, qui va être calculé en fonction. Donc plus je donne de clics à mon résultat de recherche, plus Google va considérer eh bien, cette page comme pertinente par rapport au mot-clé, à la requête qui est recherchée. SEO hors Google. Je vais appeler ça le Google SEO. Ça, clairement, je trouve ça trop fort en fait. Je pense que Google, c'est pas qu'il faut le quitter, hein, pas du tout. Ça reste un moteur de recherche avec des recherches qualifiées. Mais il y a tellement à faire aujourd'hui ailleurs. Je pense à YouTube. Je pense à TikTok aussi, même si je suis pas trop fan. Je pense à Amazon, même si le SEO Amazon est beaucoup lié au SIA Amazon. Et je pense surtout aux IA, à ChatGPT, etc., SearchGPT qui vient de sortir. Enfin, il y a vraiment moyen, je pense, de faire des choses intéressantes hors Google. Avant, c'était un peu moins le cas, parce que quand on parlait hors Google, bah, on pensait juste à d'autres moteurs de recherche, genre Yahoo, Bing. On commençait peut-être à parler de YouTube un petit peu, quand même. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça devient assez incontournable. Moi, c'est des prestats que j'ai envie de proposer, que je commence tranquillement à proposer, etc., à des prospects. Mais ouais, clairement, pour moi, il y a des choses à faire. Et je fais aussi référence aux Wizards, qui disent pas mal que, en fait, YouTube, aujourd'hui, c'est pour l'affiliation, par exemple. Avant, on faisait des sites, enfin des sites
d'édition de sites d'affiliation comme ça dans Google, voué à ranker dans Google, et qu'aujourd'hui on peut faire la même chose avec des chaînes YouTube où des fois on montre même pas sa tête, etc. Donc franchement voilà. Pour le netlinking, j'ai repris deux critères, la qualité des RD, la quantité des RD. Ça, en fait, les deux, je pourrais presque les mettre dans on sait pas, parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont un peu perdus d'un point de vue netlinking, et moi, y compris parfois, parce qu'on sait pas trop. C'est pour ça que des solutions, je trouve, comme Linkuma marchent très bien, parce que c'est vraiment pas cher. Et je trouve à un moment où on ne sait pas trop déjà si le netlinking est en train de perdre en efficacité ou pas, si vraiment est-ce que les gros liens ça fait une différence, etc. Je veux dire, le netlinking a quand même moins le vent en poupe, hein, on va pas se mentir, au profit du coup du branding, etc. Mais du coup, ces indicateurs-là, moi, vous voyez, ce que je serais tenté de faire, c'est de mettre qualité des RD, on ne sait pas, parce que déjà, c'est quoi un RD qualitatif? Bon, moi, j'avais déjà donné ma définition hein, dans des vidéos sur MVP, sur le podcast, etc. Pour moi, un RD qualitatif, c'est un RD qui lui-même a déjà pas mal de RD, donc RD pour domaine référent. Hein. Et un RD qui se positionne, un domaine qui se positionne sur des mots-clés liés à cette thématique. Pour moi, c'est ça. Mais franchement, aujourd'hui, je vous avoue être un peu perdu là-dessus. C'est vrai que c'est un art, le netlinking, qui change pas mal. Par contre, quantité DRD, clairement, je vais le mettre dans utile. Donc pour moi, j'irai plus sur la quantité que la qualité, même si ça dépend. C'est toujours au cas par cas, évidemment, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes là-dessus. J'ai quand même plus de mal, pour être franc, j'ai quand même plus de mal aujourd'hui à claquer 300 euros dans un lien qu'avant. J'avais l'impression qu'avant, vraiment, il y avait des domaines qualitatifs qui faisaient une grosse diff. Là, c'est pas que je vois pas de différence, mais franchement, je préfère aller sur de la quantité. En tout cas, voilà, encore une fois, je suis preneur de vos avis hein, en commentaire. Ok. Euh, je fais une petite pause ici par rapport au RD. Donc, ça rejoint le netlinking. Donc, il a décomposé en fait le netlinking avec deux sous-techniques. Euh, Parce que comme je vous l'ai expliqué, en fait, le netlinking, il se base à la fois sur la quantité de liens et à la fois sur la qualité du nom de domaine et aussi du coup de la thématique de ce nom de domaine par rapport à sa pertinence par rapport à votre thématique. Euh, du coup, il y a un marché hein, du netlinking qui existe encore aujourd'hui, qui est très puissant, qui génère des millions d'euros de chiffre d'affaires, qui consiste en fait à proposer aux annonceurs, donc aux propriétaires des sites internet, aux propriétaires des marques, d'acheter des liens pour renforcer leur SEO. Donc, il y a euh, même des médias très connus hein, comme Figaro, Le Monde, Libération, qui proposent de vendre des liens du coup dans leurs articles. Et ça peut coûter très cher. Ça peut coûter jusqu'à 2000, 3000 euros le lien qui vient de ces noms de domaine, de ces RD, donc c'est référal, enfin, domaine référent de haute qualité. Maintenant, ce qu'il dit là, c'est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas tant la qualité aujourd'hui qui pense être euh, qui pense marcher le mieux, c'est plus la quantité. Donc, je vais reprendre un peu l'exemple de Mada All-Star en disant que ben, si tous les sites que les développeurs de la communauté Mada All-Star euh, créent sont signés avec un lien qui redirige vers la homepage de Mada All-Star, ça ferait qu'au niveau, à un moment donné, plus on en aura et mieux ça sera. Et c'est une technique en fait qui est basée sur la quantité et non pas la qualité parce que ce sont des nouveaux sites. Bon, si c'est des refontes de sites, ben, c'est vrai que ça a une meilleure qualité parce qu'il y a déjà un historique, etc. Mais au niveau thématique, en fait, bah, c'est tous les sites, ça peut être des sites de n'importe quoi, en fait. Les clients, ils peuvent vendre des produits, des services qui n'ont vraiment rien à voir avec la recherche de freelance à Madagascar. Donc, au niveau qualité, bah, c'est assez pauvre. Mais au niveau quantité, c'est très fort. Et du coup, eh ben, nous, on le confirme. En tout cas, si on prend l'exemple de Madaostar, bah, c'est plutôt la quantité qui impacte quand même le SEO. L'accessibilité des URL, ça c'est, ça correspond même pas à trop fort, parce que c'est juste la base de la base en fait. C'est même avant les intentions de recherche, dans le sens où si Google n'accède pas à vos URL, ne comprend pas vos URL et ne peut pas les indexer, il se passe absolument rien d'un point de vue SEO en fait. Vous n'êtes même pas dans l'index, donc ça c'est la base de la base. Voilà. Alors là, il le dit, mais en rigolant, hein, c'est que vous ne faites pas de SEO si vous ne savez pas maîtriser les URL. C'est la base de la base de la base.
Les URL, c'est la lecture, c'est la première lecture que Google a d'une page. Euh, c'est comme si vous lui envoyiez une adresse postale pour lui dire viens chercher mon contenu à cette adresse postale. Donc, je dis n'importe quoi, 18 rue Victor Hugo, dans, je sais même pas c'est quel arrondissement à Paris, mais enfin bref, Paris. Euh, et c'est la première information que vous lui donnez, c'est cette adresse postale. Et si elle n'est pas claire, si elle n'est pas optimisée, eh bien, ça sert à rien de faire du SEO. Ça sert absolument à rien. Vous pouvez tout essayer. Ça vous pénalisera toujours, 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 toujours. Donc, je peux vous remontrer un petit peu hein, ce qu'on a mis en place sur Madaulstar. Euh, donc là, je prends par exemple les URL sur la formation. OK. Donc, vous voyez qu'il y a un niveau 1 ici, formation freelance. D'accord? Donc, ça, c'est la page qui a pour vocation à se référencer sur formation gratuite pour freelance. Et d'ailleurs, je crois que cette page, on l'a sortie il y a 2 semaines et on est déjà très, 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 très bon dessus. Alors on vient de sortir ce cocon sémantique-là, donc tout ce qui est formation, hein, on vient de le sortir il y a 2 semaines. Et donc là, si je tape, j'ai fait le test ce matin, encore une fois avec la data française, hein. Donc, non, c'est pas freelance Madagascar, du coup, c'est formation freelance gratuit. Bon, je le tape un peu maladroitement comme ça, mais vous voyez que euh, en moyenne, on était sixième, mais voilà, on arrive là, en moyenne sixième. Et là, on trust la première position depuis 3 4 jours. Du coup, très très fort. Très fort de se dire, ben, on crée tout un cocon sémantique sur ça et on structure les URL pour montrer que, voilà, on n'a pas fini. On n'a pas fini de développer la formation, que c'est qu'un début. Mais plus tard, vous aurez slash télétravail, slash rédaction web et SEO. D'ailleurs, la formation qu'on est en train de tourner va se retrouver ici. Euh, développement web, community management, vous voyez. Et les URL sont structurées comme ça, c'est-à-dire qu'on a la catégorie de niveau 1, la catégorie de niveau 2, et on fait comprendre à Google que le site, il est taillé pour ça. Il est fait pour scaler, entre guillemets, ce type de contenu à l'avenir et qu'il y aura du contenu qui va arriver et ça va pas s'arrêter là, ça va continuer, ça va continuer. Et donc, bonne chance aux concurrents qui veulent se référencer sur ce mot-clé-là. Il va falloir suivre le rythme. C'est un petit peu le signal qu'on donne à Google. Et ça, il le voit avec notre URL tout de suite. Il comprend tout de suite. Madaulstar égale formation freelance égale télétravail. Et donc, l'idée, c'est d'aller ranker encore sur ces sous-catégories plus tard et de se dire, ben, en fait, formation freelance gratuit, ça suffit pas. Euh, Moi, je vais freelance gratuit, mais développement web, développeur web. Je vais corriger. On n'y est pas encore, voilà, parce que c'est récent. Mais l'idée, c'est que ici, ben, on n'est pas cette page-là qui vienne se référencer plus tard, mais qu'on est bien celle-ci qui viennent se référencer. Voilà. Que pour vérifier ça, faites attention à ce que vos pages ne soient pas en no-index, faites attention à ce qu'elles soient bien crawlables, faites attention aussi si vous avez du JavaScript, que Google puisse bien interpréter vos pages, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Meta Keywords aujourd'hui. On a vu des technologies hein, de modification des URL qui rendaient complètement illisible le contenu par Google, parce que du coup, bah, en fait, vous avez peut-être potentiellement 10 contenus différents, avec 10 mots-clés potentiels différents, mais comme vous avez une techno qui fait de la réécriture de URL et que vous êtes en fait sur la même page depuis le début, mais que c'est juste des URL qui viennent changer un petit peu pour faire afficher du JavaScript de manière un petit peu différente, ben ça, c'est no way, quoi. Vous irez nulle part en SEO avec ça aujourd'hui. Je trouve ça utile, hein, clairement. Ça, j'ai mis plus pour la vanne. J'ai vraiment mis pour la vanne, c'était des mots-clés qu'on pouvait lancer dans le code source avant. A priori, Google ne s'en sert plus du tout. Donc voilà. Score d'autorité. Oui, ça, c'est pour la blague, c'est pour la vanne, comme il dit. Il y a, il y a encore des balises dans les codes sources, enfin, dans les codes de sites, keywords, enfin, mots-clés. Donc, il y a certains développeurs web qui pensent que ben, il faut mettre les mots-clés des pages dedans. Mais ça fait depuis longtemps, depuis très très longtemps que Google ne les regarde plus. Donc, perdez pas de temps à renseigner ces balises-là, ça apporte plus rien. Je mettrais dans peu utile
parce que il y en a certains qui sont quand même un petit peu plus pertinents que les autres. Mais globalement, ça va être biaisé de partout, quoi. Vous savez, vous connaissez mon avis là-dessus, je pense. Globalement, c'est assez biaisé. Donc, score d'autorité, vraiment, qui a pour, enfin, c'est des scores qui ont pour vocation à imiter justement le PageRank que Google nous donnait avant. Sauf que voilà, les scores sont propres à chaque outil, etc. On s'en sort pas, quoi. Je veux dire, puis c'est facilement manipulable en plus. Jérôme Pasquelin avait fait une vidéo là-dessus par rapport au TF de Majestic, pardon, Majestic SEO par exemple, et il arrivait à manipuler ça très facilement. Enfin bref. Trafic referral. Oui, alors, juste une petite pause sur score d'autorité. En fait, il fait référence à- au score des outils type SEMrush. Il a cité aussi Magic Stick, euh, où en fait, ce sont des outils qui vont, en fonction d'un domaine, donc on va leur donner un nom de domaine, ils ont leurs métriques et ils vont calculer, ben voilà, en fait, ton score d'autorité est de X sur 100. Et que du coup, ben, c'est vrai que c'est assez quelque part, alors manipulable, je sais pas, moi je suis pas un expert de manipulation des scores d'autorité, mais ce que je sais du coup, c'est que ces scores d'autorité, ben, selon les outils, ils ont des critères différents. J'ai cité le score d'autorité d'SMrush parce que SMrush est quand même l'outil, je pense, le plus complet. Donc, il va regarder vraiment tous les critères et en fonction de ça, surtout beaucoup sur le netlinking, il va définir le score du coup d'autorité de ta page, de ton site, de ton domaine. Et du coup, c'est une métrique qui permet de te comparer par rapport à d'autres pages. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il a une utilité, c'est de pouvoir avoir un point de comparaison entre ta page, ton contenu et celui d'un concurrent potentiel ou d'un partenaire potentiel. Typiquement, euh, si par exemple vous faites une opération d'achat de liens, vous décidez d'acheter un lien chez un site internet, sur un site internet, pardon, qui va euh, qui va publier votre contenu. En contrepartie, vous allez le payer. Ben, si vous regardez son nom de domaine et que vous regardez son score d'autorité et que son score d'autorité est inférieur au vôtre, eh bien, ça ne vaut pas le coup d'aller le payer. Parce que du coup, qu'est-ce il va vous apporter? C'est la question qu'il faudra se poser. Est-ce que vous le faites juste pour du branding? Dans ce cas, ben, c'est à vous d'être euh, ben, en votre âme et conscience d'être d'accord avec ça, c'est que vous décidez de le payer parce que vous voulez faire juste une opération de branding, ou alors vous le faites pour du SEO et dans ce cas-là, ben, vous comparez son score d'autorité avec le vôtre. C'est un premier élément de comparaison, on va dire, qu'on peut avoir. C'est pas mal, franchement, je mettrais ça ici. Utile, ça découpe pour moi du branding, hein, littéralement. Donc, traffic referral, c'est quand votre site bah, reçoit des visites depuis d'autres sites. Donc, si vous mettez le lien de votre site sur votre LinkedIn, par exemple, et que c'est cliqué, bah, ça vous fait du traffic referral. C'est un peu, j'aurais pu mettre aussi, par exemple, recherche marque, voilà, avoir son nom de marque recherché dans Google. Pour moi, tout ça, c'est des conséquences du branding qui sont clairement à chasser. Voilà. Donc, il termine enfin sur le traffic referral. Donc, à la différence de ce qu'on a vu tout à l'heure, le traffic referral, il fait vraiment référence au trafic, donc au flux de visiteurs. Donc, plus il y a du flux de visites qui passe, par exemple, là, si avec cette vidéo, il met son lien vers son agence SEO en dessous et qu'il y a beaucoup de trafic qui partent de de cette vidéo vers son site, eh bien, Google va voir ce flux de trafic et du coup, ben, ça, il va le considérer comme très utile pour le référencement naturel du site. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, voilà globalement aujourd'hui hein, la tier list que je vous partage, qui nous a permis de voir ensemble toutes les techniques SEO qui existent aujourd'hui pour 2025 et les classer par niveau, on va dire, de puissance avec du coup quelques commentaires que j'espère vous aurez trouvé utiles et intéressants avec les cas d'exemple que je vous aurais proposés.